qui est sorti en ce début d'année. Requiem pour une République à la série noire chez Gallimard. Et puis un roman de Jean-Christophe Tixier, Les Mal-Aimés, sorti chez Albin Michel, il me semble à peu près à la même époque, il y a quelques mois, début mars. Deux mots, oui, pour début mars ça suffit, mais pour le reste, voilà. Thomas, vous êtes journaliste? Oui. Vous travaillez toujours pour Mediapart? Toujours. Et c'est votre premier roman? C'est mon premier roman. Jean-Christophe Tixier, auteur depuis très longtemps, mais des romans plus identifiés pour jeunesse et jeunes adultes? Oui, absolument. Mais ça ne m'empêche pas de recevoir vendredi prochain un prix du premier roman aussi. Donc je suis fier au 25e. Ça fait jeune en plus. Au 25e roman, avoir un prix du premier roman. Ça rajeunit. Donc Les Mal-Aimés est paru en début d'année, mais plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes aussi à l'initiateur de ce magnifique festival Un aller-retour dans le noir, qui se passe à Pau. Vous en êtes un petit peu éloigné, mais vous êtes toujours présent. Chaque premier week-end d'octobre. Ouais. Et puis à un moment de votre vie, vous avez été enseignant, je crois. C'est vrai? Aussi. Voilà. Donc, dans le roman noir, on a souvent les yeux rivés sur l'actualité, sur la société actuelle. On essaye de la décrypter. Merci, pardon. On essaye de la décrypter. Or, ces deux romans vont explorer des périodes passées. Quelle a été l'origine d'avoir envie de parler de l'époque de 58 à 62 pour vous, Thomas Cantaloube, et puis début du XXe siècle, dans un coin paumé des Cévennes, pour Jean-Christophe Tixier. Je vous laisse la parole. Je vous commence. Pour moi, il y avait deux raisons en fait. La première, c'est que dans mon métier de journaliste, je me préoccupe principalement de l'actualité internationale, où je trouve qu'à l'heure actuelle, je couvre plutôt la zone du Moyen-Orient, mais j'ai longtemps couvert les États-Unis, je me promène en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc il y avait l'envie de me déporter complètement de mon métier, c'est-à-dire de m'éloigner de l'actualité, donc d'aller dans une période du passé, et de me déporter des zones de l'actualité internationale pour finalement écrire sur mon pays. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième, c'est parce que voilà, m'intéressant beaucoup à l'actualité politique française et à notre société contemporaine. Mais voilà, je trouve qu'un certain nombre des problèmes, des difficultés, des mots MAUX auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, on peut y trouver une origine, hein, c'est pas la seule, mais dans ces débuts de la Ve République en 1958. Et voilà, donc ça m'a intéressé d'utiliser l'outil du roman policier, comme l'ont fait de multiples prédécesseurs avant moi, pour finalement ausculter une période de notre société au miroir de celle d'aujourd'hui. Et effectivement, je raconte cette France entre 1959 et 61, où il y a de la corruption politique, il y a des assassinats, il y a des attentats relativement fréquents, il y a des violences policières. Et finalement, tout ça existe aujourd'hui et existait déjà à l'époque. Donc il y a quelque chose de l'ordre du récit des origines qui m'intéressait en me plongeant dans cette période historique. Jean-Christophe, s'il vous plaît. Moi je suis parti au début du XXe, puisqu'on est dans une communauté rurale des Cévennes en 1901, dans un contexte un petit peu particulier qui est celui de l'arrivée de la loi de 1905 qui est portée par Aristide Briand sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et on est dans un coin où il y a eu un de ces nombreux bagnes pour enfants et adolescents, plus de 70 sur le territoire français, et je me suis intéressé à un de ces bagnes qui était situé à Vaillocès, au nord de Montpellier, qui a le triste record du nombre d'enfants morts, puisqu'il y en a eu plus de 400 en 34 ans d'existence. Donc c'est un bagne qui a été fermé en 1884. La particularité de ces bagnes-là, c'est qu'ils ont été créés, puisque les prémices de la justice pour les mineurs, c'est le code pénal de 1810, où on a commencé à introduire quelques éléments pour avoir un traitement différent pour les mineurs. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'en 1810, on a fait une distinction entre ceux qui étaient discernants, c'est-à-dire des mineurs qui, en pleine capacité de leurs moyens et qui étaient condamnés à une peine plus faible que les majeurs,
et des non-discernants qui, eux, étaient acquittés par la justice. Mais cet acquittement, derrière, le juge avait le choix entre soit remettre l'enfant à la famille, et pour tous les orphelins, vagabonds, mendiants, enfin tous ces gamins des rues, c'était un placement qui se faisait en institution jusqu'à leurs 18 ou 20 ans. Et ces institutions ont mis du temps à arriver. Hein. Dans un premier temps, ils étaient dans les mêmes cellules que les adultes. Et on a créé de ces colonies pénitentiaires à partir de 1839. La première, c'est la colonie de Maitray, à côté de Tours, dont Jean Genet a parlé dans Le Miracle de la Rose. Et il y a eu une première période dite heureuse où on considérait l'enfant comme un innocent coupable. Et une période beaucoup plus compliquée à partir de 1860 où là on a vu arriver toutes les théories sur les criminels nés. Et donc l'idée c'était de les sortir pour les éloigner de la population pour éviter qu'ils contaminent. Et là ces institutions sont devenues des machines à broyer puisque ils étaient à peine nourris, ils n'étaient pas soignés, on les faisait travailler 15 heures par jour, il y avait une violence de la part des gardiens qui était importante. Et la caractéristique de ces bagnes-là, sur les 70, avec 10 qui étaient tenus par l'État, les autres étaient aux mains de religieux ou de riches propriétaires terriens. Et là, tout pouvait se passer. C'était la population qui travaillait là-dedans. Et donc, je parle beaucoup des bagnes là, mais c'est pas le roman des bagnes. Hein. On est plutôt dans le roman de cette communauté rurale qui, 17 ans après la fermeture du bagne, va... Je vous interromps. Ouais. Juste sur ce sujet, les bagnes, chaque chapitre commence par un bout de dossier, et je vais vous en lire un. Pierre Cujaubert, dit Castillon, né à Asté, Haute-Pyrénées, le 2 février 1861, jugé le 30 août 1872 pour vol, condamné à la correction jusqu'à ses 20 ans, numéro d'écrou 932, 1,34 mètres à l'entrée. Le jeune Cujaubert était enclin au vol, l'enfant était fils naturel, la motrice est muette sur la position sociale et la moralité de la mère. Cause de la sortie, décès le 9 août 1874. Toutes les fiches finissent toujours cause de la sortie, décès. Il y en a eu 400 en 34 ans d'existence. Donc du coup, moi ce qui m'intéressait, c'est que ça fait quand même pas mal écho aussi à tout ce qui se passe actuellement sur le regard qu'on peut porter sur la jeunesse. Hein. Est-ce qu'on est aujourd'hui avec des innocents, coupables, victimes d'un système social qui les amène à devenir délinquants, ou est-ce que ce sont des gens qui ont ça dans les gènes et qu'on ne sait pas trop comment redresser. Enfin voilà, on est encore dans ce débat complètement aujourd'hui. Quoique, la généticienne que je suis dirait non, ce n'est pas dans les gènes. Mais c'est pas le même débat. Tous les deux, vous avez choisi donc, de partir de faits réels et de tricoter une fiction. Comment on tricote une fiction à partir des faits réels? Parce que c'est en plus deux narrations magnifiques. Donc c'est pas évident de se libérer des faits pour ensuite partir dans la fiction, me semble-t-il tout du moins. En ce qui me concerne, entre guillemets, c'est un peu comme les dessins avec les points où vous reliez les points, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont des faits réels et je les ai reliés par des traits de fiction. C'est un peu la manière dont j'ai procédé. Effectivement, à la fois, parce que j'avais choisi, mon histoire se déroulait à une période très précise, sur une durée de 3 ans. J'ai un lieu très identifié qui est la France, donc voilà, je n'avais pas inventé des faits qui ne s'étaient pas produits. Donc j'ai suis parti des faits qui sont produits. Je vais aussi introduire sur le personnage réel dans mon histoire, ce qui me permettait encore plus quelque part de l'ancrer dans le réel, parce que sinon voilà, on l'a pas dit en quelques mots, il y a une histoire purement de fiction, purement de polar en quelque sorte, puisqu'il y a un crime qui est commis au tout début du roman. Et 3 personnes essayent non pas de résoudre le crime, mais de retrouver le criminel qui s'est enfui, puisque le criminel est identifié et le commanditaire du crime est aussi plutôt bien identifié. Donc voilà, donc à partir de cette trame, je l'ai vraiment ancré dans le réel en introduisant, en confrontant mes personnages à des moments d'histoire réelle et à des personnages réels, puisqu'on y retrouve François Mitterrand, Jean-Marie Le Pen, Maurice Papon et quelques autres personnages de l'époque un peu moins connus. Jean-Pierre Melville, effectivement, déguisé, Alain Delon, avec un acronyme, des choses comme ça. Vous pouvez dire si... Faut pas le dire, mais je vous dis, l'acronyme est tellement transparent que tout le monde l'a vu en fait. Oui. Voilà. Donc pour moi, ça servait, donc,
pour revenir à ta question, effectivement, cette surréel servait finalement à ancrer la fiction, une manière de dire, peut-être, qui peut paraître peut-être un peu lourdingue, mais au lecteur, dire, voilà, à ce moment-là, il se passait bien ces choses-là et ces personnages existaient bien. Je ne les ai pas inventés. Et puis, voilà, en même temps, puisque mon ambition était au-delà de raconter un whodunit, enfin un récit criminel de polar assez typique, de raconter aussi cette naissance de la 5e République qui était assez mal connue, où voilà, on a un peu une image d'Épinal en quelque sorte, du général de Gaulle arrivant au pouvoir, réglant les problèmes de la guerre d'Algérie, des empires coloniales, porté par la population dans une France apaisée des Trente Glorieuses. En fait, il y a énormément de travaux d'historiens qui montrent que ce n'était pas le cas. Donc moi, j'ai tricoté, si on veut, de la fiction sur le travail fait au préalable par les historiens. Jean-Christophe, la question est légèrement différente parce qu'en fait, après le premier chapitre, après le prologue, il n'est plus question que de personnages fictifs, hein, mais pour nous décrire la vie d'une communauté donc en début du XXe siècle, puisque l'histoire commence le jour où le bagne ferme en fait, et on va suivre quelques personnages, des anciens, des plus jeunes, dans cette petite communauté. Donc vraiment, la documentation ça a été le bagne, et après le projet d'écriture c'est d'écrire la vie de ces personnes-là au début du XXe siècle. Oui, puisqu'on se situe 17 ans plus tard, donc le bagne hante les personnages. Tout ce qui s'est passé va hanter mes personnages, comme la découverte de ces... S'il y en a qui veulent voir, j'ai amené des fiches d'écrou qui permettent de se rendre compte de ce que c'était à l'époque. Il y en a trois là qui sont les mêmes, si vous voulez. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce qui ouvre les chapitres et qu'a lu Corée tout à l'heure, voilà, c'est extrait de ces fiches-là. Donc, moi, à partir du moment où j'ai consulté ces fiches des archives, je me suis fait complètement happer par cela, parce que la vie de ces gamins se résume à ce qu'il y a sur cette fiche, et je suis parti de l'hypothèse que ceux qui ont travaillé, qui étaient les paysans du coin, qui ont travaillé dans ces bails-là, forcément, qui étaient les gardiens, qui étaient les cantinières, qui étaient les lingères, qui ont d'ailleurs parfois aussi soudoyé les gardiens quand ils habitaient dans le coin pour laisser échapper un ou autre gamin, pour les récupérer à la sortie, pour les utiliser sur leurs propres exploitations et les exploiter à ce moment-là. Je suis parti de l'hypothèse que ils étaient eux hantés aussi par ce bâtiment qui est resté en place. Le bâtiment existe toujours. Aujourd'hui, c'est un domaine viticole. On peut aller acheter du vin qui a vieilli dans toutes ces salles où ont été enfermés ces gamins. Et ce qui m'intéressait plutôt, c'est de voir cette notion de culpabilité collective. Donc on a un point de cristallisation où il y a quelques phénomènes qui se passent. Je suis parti d'un entrefilet de presse de l'époque, expliquant que les habitants avaient entendu des bruits dans ce cimetière où sont enterrés tous ces gamins-là, qui s'appelle, alors je ne vais pas nommer comme ça, mais qui s'appelle le Bois des Morts dans la réalité. Quand on va du côté de Vaillotès, il y a le Bois des Morts à côté. Il y a des bêtes qui tombaient malades en paissant sur ces coins-là, il y avait des bruits, des lumières, et en fait tout ça ce n'était que le témoignage de cette culpabilité collective qui était en train de ressurgir. Et donc c'était me dire comment cette communauté va gérer ce poids du passé et cette culpabilité. Alors un petit extrait qui présente un des beaux personnages, un des grands personnages de ce roman, je dirais sa colonne vertébrale, c'est Blanche, et puis qui montre cette bâtisse au-dessus. Avec le temps, Blanche a appris à ne plus baisser les yeux, à ne plus laisser la nausée lui retourner l'estomac. Avec le temps, elle s'est endurcie, et cette idée lui plaît. Les derniers rayons de soleil marbrent le toit du bagne d'un camailleux de rose. Elle pourrait tirer un rideau, soustraire le bâtiment à son regard pour tenter d'oublier les événements passés, mais à quoi bon? Même quand elle ne le regarde pas, elle sent sa présence qui écrase tout. Plus oppressant que la falaise, alors que c'est des mêmes pierres qu'ils sont faits. En tendant l'oreille, Blanche peut l'entendre respirer. Son murmure et son haleine ne sont qu'un poison insidieux et destructeur qui les emportera tous. Elle en est certaine. Et en plus, elle a un peu le don de divination. C'est normal, c'est un des beaux personnages, donc elle veut un peu savoir ce qui va se passer. Donc Blanche, c'est un personnage intéressant. Voilà, je disais que c'est la colonne vertébrale, c'est une jeune femme. Elle est employée par son nom, enfin pas qu'employée. Utilisée. Et puis comme ça, on peut imaginer
tout ce qu'il peut y avoir derrière ce terme d'utiliser. Ce qui est intéressant. Esclave sexuel, on peut le dire. Quoi. Oui, il y a tout. C'est aussi l'occasion, c'est pour ça que c'est un roman qui est à la fois historique, qui est social, qui est rural aussi, puisqu'on plonge dans ce très noir, on plonge dans cette communauté rurale. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre le traitement d'un enfant dans une ferme quand il vivait avec ses parents, du traitement de l'enfant qui était dans ses bagnes, hormis la liberté. Dans ces villages ruraux du début du XXe, on ne mangeait pas toujours à sa faim, on travaillait 15 heures par jour au travail du champ, c'était une vie qui est très très rude. Donc ça m'intéressait de faire ce parallèle entre les deux et de voir comment elle était capable de porter autre chose. On voit que le poids de la terre, le poids du lieu, le poids de l'histoire est en train de peser sur leurs épaules et de les scotcher, enfin de les clouer là où ils sont, et comment elle allait tenter de se défaire de tout ça, de renoncer à endosser tout le mal qui avait pu être fait par le passé pour essayer de se libérer. Alors, les personnages de Jean-Christophe Tissier ne mangent pas toujours à leur faim. C'est pas le cas des personnages en 1958. Je me trompe, en 1958, c'est le début normalement des Trente Glorieuses, non? C'est ça, hein, il me semble. Ça a commencé les Trente Glorieuses, c'est les années 50, ça a commencé juste après-guerre en fait. Donc on est presque au milieu en fait des Trente Glorieuses. On est déjà au milieu de 1958. Donc il y a le contexte de la guerre d'Algérie. Ça se passe à Paris, donc il vient de se commettre un crime d'État. On sait tout de suite le commanditaire, on sait comment ça s'est passé. Et vous allez déporter l'intrigue, et c'est d'autant plus passionnant, sur toute l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, sur les pensées des gens, par rapport à trois personnages. Alors, on parle de Blanche, on parle un petit peu des trois personnages qui vont, à leur manière, mener l'enquête. Donc, ces trois personnages qui sont en quelque sorte des archétypes qu'on rencontre dans le nombre polar. Il y a le jeune flic idéaliste qui débute à la criminelle au 36 quai des Orfèvres, qui veut bien faire, mais qui a une hiérarchie qui lui pèse un peu sur les épaules. Il y a un truand en Corse, trafiquant un peu précurseur de la French Connection, mais qui a été un ancien résistant, donc qui a un sens de l'honneur assez développé. Et il y a une vraie brute, un vrai tueur, Cyrus Volstrom, qui est l'exécuteur un peu des basses œuvres de la République, puisqu'il a été collabo durant la Seconde Guerre mondiale, puis formateur en Indochine, et là il se retrouve un peu à être le sicaire de la préfecture de police de Paris quand elle ne veut pas signer ses malfaits. Et donc voilà, ces trois personnages, chacun pour des raisons différentes, se retrouvent à enquêter pour retrouver l'assassin. Donc ils se croisent, ils se querellent, ils s'aident, ils se tapent dessus parfois, exactement. Et ils ont chacun leur motivation, mais ils ont tous les trois un même but. Et ce qu'on va découvrir, ce qu'on ne devrait pas découvrir, mais ce qu'on va découvrir, ce que j'ai en tout cas moi redécouvert, c'est toute l'ambiance politique et en particulier la force de l'extrême droite. Ça c'est très prégnant dans le roman. En particulier, vous nous rappelez un détail, cet attentat que j'avais complètement oublié, qui est l'attentat le plus meurtrier jusqu'au 13 novembre, qui a été commis en France. Exactement, c'est un pan qui a été complètement oublié de l'histoire de France, c'est-à-dire que jusqu'en novembre 2015, c'est à ce qu'on appelle les attentats des terrasses et du Bataclan à Paris, il y avait un attentat en France, donc on ne connaît même pas le nombre exact de victimes, c'est une trentaine de morts et quelque chose comme 160 ou 180 blessés, contre le train Strasbourg-Paris. Et c'est un attentat généralement imputé à l'OS, même s'il n'a jamais été revendiqué et il n'a jamais eu non plus d'enquête policière rendue publique pour l'élucider. Et voilà, et c'est assez étonnant puisque durant la rédaction de ce livre, je demandais à des amis, des collègues, est-ce que vous connaissez l'attentat le plus meurtrier en France avant 2015 ? Et personne n'était capable de me répondre. Donc c'est quand même incroyable de se dire que nous sommes dans une période où effectivement on parle beaucoup de terrorisme, certains ont peur, d'autres sont inquiets, mais on a eu la même chose en quasiment aussi fort, aussi puissant, 60 ans en arrière. Donc ça m'a intéressé de parler de ça, et pour revenir aussi effectivement à l'origine de ta question, de l'extrême droite, c'est aussi une période
que je trouve extrêmement intéressant parce que mon roman démarre en 59, et en 59, on est 15 ans, c'est-à-dire même pas une génération après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui est encore très très présent dans les mémoires, et les gens s'identifient, enfin, moi j'ai pas vécu l'époque, donc j'imagine aussi qu'ils s'identifient non plus. énormément par rapport à leurs affiliations, ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose, finalement, quand je regarde 15 ans en arrière, je me souviens très très bien de ce que je faisais il y a 15 ans, et donc j'ai imaginé que mes personnages aussi se rappelaient très bien de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, et certains vont être un collabo, d'autres vont être résistants, d'autres vont être rien du tout, comme la majorité des gens. Et donc voilà, ça avait encore un poids très fort sur cette société. Et donc l'extrême droite avait aussi un poids très fort, parce que vous voyez, il y a eu une extrême droite en France très très forte dans les années 30, bien évidemment durant la Seconde Guerre mondiale, et qui continue. Et voilà, en 59, moi j'ai un de mes personnages qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, donc voilà, qui était un des plus jeunes députés de France, même si dans le roman il n'est plus député parce qu'il a été député 2 ans, et puis il s'est interrompu pour partir en Algérie. Enfin, plein de belles choses, avant de revenir après. Et il a toujours son bandeau à l'époque. Il a son bandeau, mais j'ai eu un mal fou. En fait, c'est un des points d'interrogation du roman, parce que savoir la date exacte à laquelle Jean-Marie Le Pen a perdu son âge, ce n'est quasiment impossible, puisqu'il y a des versions contradictoires, y compris lui-même a donné des versions contradictoires tout au long de sa vie. Donc voilà. Pour donner une idée de l'ambiance et surtout des idées, parce que maintenant on est en train de dire oh, le racisme c'est nouveau, il y a de plus en plus de gens racistes. Voilà, Luc Blanchard il est jeune flic, et là il enquête au début, il y a évidemment d'autres histoires, il enquête sur un présumé viol par des présumés arabes qui auraient apparemment violé une jeune femme, blanche bien évidemment, et voilà. Une idée. On disait européenne. Européenne. Oui, non, mais c'est dit une bêtise. C'était les musulmans, je me suis rendu compte et les Européens. Fatigue. Et pourtant, Luc savait que c'était leur manière de répondre à l'autorité. Ils jouaient les victimes, les pauvres petits musulmans venus du bled qui ne comprennent rien à la métropole. Mais il sentait bien que c'était une façade. Pour lui, c'était les mêmes qui posaient des bombes en Algérie, qui donnaient du fric en douce au FLN et qui poignardaient des flics dans le dos au nom de l'indépendance. Les consignes du préfet étaient claires, même si elles n'étaient pas rédigées dans les circulaires interservices. Pas de quartier pour les bicots. L'Algérie est et restera française. En attendant qu'ils aient compris la leçon, on fait régner la loi. À coups de latte dans la gueule s'il le faut. Voilà. Une seconde. Pour reprendre, donc il y a cette ambiance qui est complètement délétère, et ces 3 personnages représentent complètement cette ambiance. Le fait justement que dans les couloirs de ministère, on croise effectivement les anciens résistants, mais aussi les collabos que des résistants mettent à des postes de pouvoir. Donc première année de la République, et c'est juste déjà une catastrophe. Mais oui, c'est-à-dire qu'on a encore une fois, on a cette image d'Épinal, les gaullistes arrivent au pouvoir, donc les gaullistes, c'est les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, hein, tous résistants, tous du bon côté au moment où il avait fallu choisir. Et en fait, historiquement, c'est complètement faux. Les gaullistes à l'époque, il y a certes effectivement un grand nombre de grands résistants, mais pour arriver au pouvoir, ils recyclent un certain nombre de collabos. Le premier d'entre eux, qui est présent dans le livre, c'est Maurice Papon. Donc, on rappelle juste 2 mots de... Maurice Papon, il était à la préfecture de police de Bordeaux, il a contribué à déporter des dizaines de milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis après, il a été préfet en Algérie, où il a serré la vis pour maintenir l'Algérie française. Puis après, donc, à la part de mon histoire, préfet de police de Paris, où à la fin du roman, il contribue 17 octobre. Son terrain, des centaines d'Algériens, ajouter des centaines d'Algériens dans la Seine. Et voilà, et Maurice Papon, un certain nombre de gens à l'époque savent qui il est, connaissent son parcours, mais néanmoins ça ne les empêche pas de nommer préfet de police de Paris. Donc voilà, derrière cette image d'Épinal un peu des gentils gaullistes résistants, et ben en fait ce qui m'intéressait c'était de montrer que c'était beaucoup plus trouble. Et plus le roman avance, donc plus les années s'écoulent, 59, 61, 60, 61, 62, et ben il y a des fissures, puisque sur la question de l'Algérie française, un certain nombre de gaullistes ne sont pas d'accord avec le général de Gaulle d'accorder l'indépendance, et donc un certain nombre rejoignent l'OAS, qui est clairement une organisation d'extrême droite. Il y en a d'autres qui créent le SAC, service d'action civique, qui au départ est juste un service d'ordre destiné à protéger les dirigeants gaullistes lors des manifestations ou des discours publics, mais qui deviendra un organisme crapuleux recrutant au niveau de la pègre. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de montrer l'interpénétration qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelait à l'époque le milieu, avec un grand M, donc
on aller vite, la mafia, la pègre. Et certains cercles politiques, et ces milieux sont très très proches, très poreux. Et puis voilà, de montrer aussi cette France dont effectivement pareil, les 30 glorieuses ne sont pas encore arrivées. Ça c'est pas encore l'ère de Jacques Tati nous montrant sa formidable, la formidable maison de sa famille dans mon oncle. C'est encore un pays relativement pauvre, avec des bidonvilles, des vieilles bagnoles, des vieilles gabages, comme ça. Donc ça m'amusait de raconter ça, des halles au cœur de Paris. Voilà, un Paris populaire. Un aussi. Paris populaire, absolument, exactement, tout à fait, tu as raison, un Paris populaire. Et d'ailleurs, ça a sauvé quelques personnes, puisque le crime, donc l'avocat algérien assassiné, c'est Quai de Montebello. Quai de Montebello, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est juste en face de la Cité, donc au cœur du cœur de Paris. Et aujourd'hui, un appartement Quai de Montebello, ça va des millions d'euros. Et à l'époque, c'est un avocat algérien qui y habite. Un jeune avocat qui a pas encore fait carrière. Les quartiers juste derrière, qui sont qu'on appelle le quartier latin, avant d'être des quartiers étudiants, étaient des quartiers où effectivement arrivaient les immigrés d'Algérie, soit dans des foyers, soit dans des logements qu'ils louaient. Et donc c'était un Paris extrêmement populaire qui a presque complètement disparu aujourd'hui. Dans cette évocation de ces années-là, il y a aussi un point très fort, c'est, vous ne racontez pas toute l'histoire, mais il y a la décolonisation qui pointe son nez, avec tout ce que ça entraîne, en particulier chez les hommes politiques qui freinent des cas de fer. Voilà, pour moi, c'est un sentiment personnel. Le XXe siècle a connu beaucoup de tragédies, la première, la Seconde Guerre mondiale, 3 génocides, des bouleversements technologiques incroyables, mais je pense qu'un des événements les plus sous-estimés du XXe siècle en termes d'impact et de conséquences, c'est la décolonisation, un impact évident et toujours encore présent sur les populations qui ont été colonisées, mais aussi, je pense, sur le colonisateur et la psyché, l'empreinte que ça a laissé sur nos sociétés. Aujourd'hui, on parle pudiquement des banlieues. Il se trouve que j'ai longtemps vécu aux États-Unis et quand les journalistes américains parlent des banlieues, ils parlent des ghettos. Ils n'écrivent pas des suburbs, ils écrivent des ghettos. Et c'est un terme finalement beaucoup plus juste et beaucoup moins pudique que de parler de ghetto. Et ces ghettos, ils ont une histoire. C'est qu'on a fait venir des ouvriers du Maghreb, mais aussi des fois d'Afrique noire, pour travailler dans les usines de l'Hexagone à l'époque des 30 glorieuses, où effectivement il y avait un taux de chômage quasiment nul, etc. On a construit des logements à la vie pour ces gens-là et on les a un peu parqués en quelque sorte. Et voilà, et tous les, j'aime pas dire les problèmes, mais enfin les conflits, les situations de tension qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ce qu'on appelle encore une fois des banlieues, procèdent de cette époque-là. Donc la décolonisation nous a énormément marqué, je pense, et en tout cas en France, on en a mal pris la mesure de ce processus qui s'est mal fait, mais en même temps, je ne sais pas s'il pouvait bien se faire. On a souvent tendance à comparer la décolonisation britannique à la française, mais je pense que des deux manières, ça a laissé des traces assez négatives partout. Et voilà, et en montrant ça aussi, voilà, je montre le personnage de François Mitterrand, là, qui a réécrit sa légende en quelque sorte pour devenir président de la République française. À l'époque, il avait été ministre de la Justice, donc dans mon bouquin en 59, il a été ministre de la Justice en 55, enfin quelques années auparavant, et c'est lui qui avait signé l'ordre de guillotiner un certain nombre de militants indépendantistes algériens, sans remords, et il le justifiait. Et c'est quelqu'un qui, dans les années 50, justifiait le maintien du Maroc, de l'Algérie, de l'Indochine dans le giron de la France. Et donc voilà, ces gens après ont changé, et on peut penser qu'ils ont sincèrement changé leur point de vue, mais il ne faut pas oublier ce qu'ils étaient, ce qu'ils défendaient à l'époque. Et pareil, quelqu'un comme Mitterrand n'a jamais écrit ou jamais dit « je me suis trompé ». Il a revisité son histoire, comme beaucoup d'autres. Et moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un peu le gratte-poil et de dire, oui, des erreurs ont été commises, qui nous ont beaucoup marqué, et sans s'y confronter en quelque sorte de manière honnête, je ne sais pas si on veut dire comme les gens qui vont aux alcooliques anonymes et qui me disent oui, je suis un alcoolique, et bien on ne pourra pas surmonter ces problèmes tant qu'on ne les aura pas regardés avec franchise et honnêteté. Ne t'inquiétez pas, le moment où Balkany dira oui j'ai volé, c'est pas encore venu quand même, hein, donc on en est loin quand même. Il n'a pas volé, on a planqué l'argent chez lui. Oui, c'est vrai. Sans transition, vraiment sans transition. On va revenir au roman de Jean-Christophe Tixier, Les Mal-Aimés. Est-ce qu'une manière d'aborder le thème principal, c'est de dire que c'est un roman sur la culpabilité collective?
Oui et non. Non, dans le sens où il faut bien se replonger dans le contexte de l'époque. Je parlais tout à l'heure de 1860 avec un changement, avec l'arrivée d'un sinistre personnage qui s'appelle César Lombroso, qui a écrit L'homme criminel et qui a, lui, théorisé tout le fait que si un homme ou une femme était mauvais ou mauvaise, c'est parce qu'elle avait ça dans les gènes. C'est ça qui a conduit à dire il faut retirer les gamins des rues pour éviter qu'ils contaminent. C'est l'époque des hygiénistes aussi. Donc on les retire pour éviter qu'ils nuisent et qu'ils contaminent les autres. C'est l'époque aussi où on a eu la loi sur la relégation qui a fait qu'on a envoyé à Cayenne beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui, après avoir commis 4 délais dans un délai de 10 ans, on estimait qu'elles étaient irrécupérables, irredressables et qu'il fallait les retirer complètement de la circulation. Donc elles purgeaient leur peine en France et quand elles avaient terminé leur peine, on les envoyait là-bas, elles laissaient femmes et enfants et elles finissaient là-bas. César Lombroso a clairement, il était déjà à l'époque en train de dire qu'il fallait faire une séparation entre l'Italie du Nord où il y avait des gens formés et intelligents de ceux du Sud. Il avait déclaré aussi que s'il y avait moins de criminalité chez les femmes, c'est parce qu'elles étaient moins intelligentes. C'est une explication comme une autre. Et donc sur ces enfants-là, il faut bien comprendre que le délit de vagabondage, par exemple, le vagabondage est resté un délit jusqu'en 1935. Donc tout vagabondage avant était considéré comme un délit, et à partir du moment où c'était un délit, ça veut dire que c'était un jeu qui détenait ça dans les gènes. Donc ça c'est une idée qui fait vraiment... qui a pris corps dans la population. Donc il n'y a pas forcément cette culpabilité au moment où on est dans ce bagne-là et au moment où on incarcère les jeunes. Et d'ailleurs, tous les week-ends, ces jeunes-là, on les fait sortir des bagnes, ils défilent dans les villages voisins, dans leur vareuse grise, le crâne rasé et leurs sabots. On les fait défiler en silence et au pas pour montrer à la population, regardez ce qu'on est capable de faire et on est capable de les remettre au pas. Et c'est d'ailleurs la population qui, en voyant défiler ces jeunes-là, a parlé de bagne, parce qu'ils ressemblaient à des bagnards. Donc, il n'y a pas réellement de culpabilité collective au sens de c'était normal pour tout le monde de considérer ces gens-là, ces gamins-là comme des délinquants et de les retirer de la circulation. Après, il y en a plus eu parce que beaucoup se sont accommodés. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la petitesse des étroits, des esprits, les plus petites compromissions, les petits arrangements de chacun, parce qu'à partir du moment où on travaille au bagne, il faut bien imaginer qu'on est dans une communauté rurale au début du XXe, il n'y a pas d'argent qui circule. On se rend des services, on sait qu'il y a très très peu d'argent qui circule. Là, quand on travaille dans ce genre d'institution, on va toucher un petit peu d'argent. Donc c'est... Quand on aide à rattraper un fuyard aussi, on devait toucher un peu d'argent, je suppose. Alors à l'époque, il y a une chasse à l'enfant qui est restée très célèbre, qui est celle qu'a dénoncé Prévert en août 1934 à Belle-Île-en-Mer. Moi j'avais écrit un roman pour les ados justement qui raconte tous ces faits-là aussi. Donc c'était, voilà, c'est là où on voit. Je parle aussi des nourrices qui sont à qui l'assistant public confie des enfants contre une modique somme. La Cruère, qui elle fait commerce. Elle est nourrice comme il y en a tant aujourd'hui, à part que... J'espère que non. Nourrice, j'ai dit nourrice. Elle procède différemment forcément aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, l'administration... Et là, c'est l'instituteur qui sert de pourvoyeur, qui est le lien entre l'assistance publique et le terrain, ce qui était le cas bien souvent à l'époque aussi, et qui va confier des enfants à cette nourrice. Laquelle nourrice en fait la même chose que ce qu'il y avait dans ces bagnes-là, c'est que l'État versait aux riches propriétaires terriens une somme pour s'occuper de ces enfants-là, et puis si on voulait rendre l'affaire rentable, on faisait bosser les gamins 15 heures par jour, et puis on oubliait un petit peu de les nourrir et de s'occuper d'eux pour que ces sommes versées par l'État aillent un petit peu. Alors, j'insiste un peu quand même sur cette culpabilité, parce que au début du roman, enfin pas le début, mais en 1901, quand on commence à découvrir les personnages, des phénomènes étranges, mais pas si étranges que ça, des meules de foin qui brûlent et tout,
ça les fait flipper quand même. Et ils ont l'impression que c'est les fantômes des enfants qui reviennent et que c'est de la faute de ces enfants. Donc ils ne sont pas complètement innocents quand même, les gens du village. Alors, ils ne se sentent pas coupables qu'il y ait eu des gamins enfermés, ils se sentent coupables, dans ce que j'en ai moi perçu en plongeant là-dedans, de toutes ces petites compromissions, c'est-à-dire j'ai participé aussi à ne pas les nourrir, j'ai pas dénoncé quand j'ai eu l'occasion de le faire, mais on n'est pas dans un contexte de dénonciation à l'époque. Et les premières critiques de ce système-là, elles vont arriver dans l'entre-deux-guerres, parce que l'entre-deux-guerres, comme la jeunesse a été décimée pendant la guerre de 14-18, il y a très peu de délinquance entre les deux guerres, ce qui fait dire à beaucoup à quoi peuvent bien servir ce genre d'institution. Et comme la population locale, elle a procédé, ma communauté rurale, la population a pu procéder à l'époque, c'est-à-dire soudoyer aussi des gardiens pour laisser échapper, ils sont quand même arrangés avec ce système-là. Et c'est plus cette culpabilité-là. Alors, on peut toujours rêver et espérer que... Mais je ne suis pas convaincu qu'ils aient pris la mesure de ce dans quoi ils ont trempé. Deux personnages très intéressants. L'étranger, le médecin, qui va de ferme en ferme, parce qu'on parle de village, mais en fait c'est beaucoup de fermes isolées dans cet endroit-là. Le personnage du médecin, tel que vous le décrivez, donc qui est quand même comme l'instituteur, c'était un de ceux qui avait un petit peu d'argent, un petit peu de pouvoir, qui avait le pouvoir de guérir d'ailleurs hommes et animaux. On l'appelle pour le cheval. Vous avez très bien soigné une vache, une chèvre ou une personne. Ouais. Et deuxième personnage, aussi très intéressant parce que vous avez parlé du contexte. 1901, on n'est pas loin de 1905, on n'est pas loin de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Et là-dedans, on a un curé qui flippe un peu quand même. Il a peur de perdre des ouailles, on sent. Enfin, je le dis un peu... Alors, il n'y a pas... Oui, c'est pas que ce curé qui flippe comme on parle de ce roman. On est dans une période d'extrême tension entre une gauche républicaine et une droite... ou des catholiques qui peuvent être anti-républicains. Donc la tension est importante. Ça fait déjà un peu plus de 50 ans qu'il y a des tensions importantes. Et le curé qui est là, voit parce que voilà, à partir du moment où il y a tous ces phénomènes paranormaux, certains évoquent le diable, d'autres une punition divine, d'autres disent que ce sont les enfants qui reviennent se venger. Et donc le curé voit là l'occasion de reprendre la main, c'est-à-dire que lui, son grand fantasme, c'est de dire, ce bail-là, peut-être que je peux le remonter et peut-être qu'on peut y remettre Dieu dedans et que je peux reprendre la main sur cette population qui a perdu tout repère et qui aujourd'hui est en quête de ses repères perdus. Donc le curé, lui, il va jouer tout ce sentiment de culpabilité. Enfin, on sait avec la religion aussi forcément beaucoup joué aussi sur la notion de culpabilité pour essayer de reprendre la main. Et le médecin, lui, il n'a eu qu'un rêve, c'est d'aller en ville, s'installer en ville. Comme toute personne extérieure à la ville, à un moment donné, il s'est fait aussi broyer par cette ville et broyer par ces citadins qui ne l'ont jamais accepté parmi eux. Il a eu l'occasion d'être envoyé dans ces bagnes-là pour faire des rapports, il n'a pas dénoncé, et il porte lui cette culpabilité à un moment donné de ne pas avoir dénoncé alors qu'il aurait pu le faire. Je suppose que vous avez donc beaucoup baladé, puisque vous avez parlé tout à l'heure du domaine viticole qui était l'ancien bagne, vous avez dû beaucoup vous balader. Je pense que les paysages n'ont pas changé du tout. Les pierres sont toujours aussi sèches et ça doit toujours aussi difficile. Les populations ont forcément beaucoup changé quand même. Mais est-ce que ça reste, quand vous êtes baladé, est-ce qu'on retrouve quand même des ambiances que vous avez décrites là Alors la nature, elle est très présente parce que si tous ces bagnes sont dans des zones rurales, c'est que dans la période heureuse d'avant 1860, quand on a créé ces bagnes-là, c'est en référence à toutes les idées de Rousseau, de cette jeunesse qu'il faut la vie en collectivité, le grand air, pour essayer de les réhabiliter, de les sortir de l'enfer avilissant des villes, donc avant que ça ne dérive. Et puis c'est aussi cette nature qui pèse sur toute cette population rurale. Alors quand on se balade là-bas, ça reste encore très compliqué d'évoquer ce sujet-là avec les populations locales.
parce que ceux qui vivent là sont les descendants de ceux qui y ont travaillé et de ceux qui ont soudoyé les gardiens pour laisser échapper des jeunes. Donc ça reste quand même un sujet très très compliqué, surtout qu'on est dans une zone où il y en a eu plusieurs. Il n'y avait pas de carte administrative, hein, donc il n'y a pas une répartition par département. Excusez-moi, je vous interromps. Combien de vannes comme ça de centres de... Un peu plus de 70, et sur les 70, il y en avait simplement 10 qui étaient tenus et gérés par l'État. Le reste, c'était soit des congrégations religieuses, soit de riches propriétaires terriens. Voilà, donc il n'y avait pas de carte. Là, il y a un des jeunes là, dont sa fiche est là. Il a été condamné par le tribunal de Pau, dans le sud-ouest, mais envoyé dans ce bagne à Baïoquès, qui était le plus proche de Pau. Donc on est quand même à 400 km. Il n'y avait rien dans le sud-ouest à ce niveau-là. Et là-bas, il y en avait plein. Il y avait celle pour garçons que j'évoque là. Il y en avait aussi pour filles, avec des situations compliquées, parce qu'on trouvait là aussi des jeunes filles qui avaient 8, 10, 12 ans, qui vivaient dans les rues, qui subsistaient soit de petits vols, soit de prostitution, avec derrière aussi toutes les maladies qui pouvaient forcément se développer là. Donc c'est aussi encore un autre sujet. Alors une dernière question à Thomas Cantaloube. On a dit partir dans le passé. Écrire sur la période 59-62, qu'est-ce que ça nous dit sur aujourd'hui ? À mon sens, ça nous dit plein de choses. Ça nous dit qu'il y a une certaine permanence finalement de problématiques. Voilà, donc j'ai évoqué tout à l'heure le terrorisme. Voilà, en France, on nous dit aujourd'hui, et c'est vrai d'ailleurs qu'on vit sous la menace terroriste, mais là, c'était déjà le cas en 58-61, avec notamment des attentats du FLN, et ils assassinaient aussi également des policiers. Il y avait quelque chose comme une personne victime par semaine au minimum. Après, il y a eu les contre-attentats de l'OAS aussi, qui ont été très violents. Donc c'était une période d'intense violence qu'on a un peu tendance à avoir oublié. On parle aujourd'hui de la course politique, qui évoque Balkany, on peut évoquer Cahuzac, d'autres affaires comme ça. Mais à l'époque, effectivement, un certain nombre de politiciens fryaient ouvertement avec le milieu, avec la pègre, ne s'en cachaient pas. J'ai même été surpris, j'ai eu l'impression que j'ai en quelque sorte rattrapé par l'actualité, au sens où dans mon roman je mets en scène la violence policière qui pour le coup s'exerçait contre les Algériens principalement. Voilà, elle est bien connue, mais enfin en tout cas bien documentée aujourd'hui par un certain nombre d'historiens comme Philippe Blanchard ou Benjamin Stora. Et l'actualité, en quelque sorte, avec les Gilets jaunes, m'a rattrapé, puisque la violence policière est de nouveau devenue un sujet d'actualité. Donc voilà, c'est moi ce qui m'intéresse effectivement en tant que lecteur d'abord, en tant que romancier après, mais surtout en tant que lecteur, c'est des récits historiques qui éclairent mon monde aujourd'hui, voilà, qui m'a... Non pas forcément qui m'apportent des réponses, mais qui me font réfléchir et qui mettent les choses en miroir. Alors il ne s'agit pas de dire d'une manière un peu blasée, oui, de tout temps c'est pareil, et puis voilà, il y a une forme d'immanence de tout ce qui se produit. Mais je pense que, voilà, encore une fois, c'est intéressant de décrypter certaines clés du passé, certaines erreurs, certains errements du passé pour ne pas les commettre de nouveau. Je dirais que Dieu vous entende, que bien d'autres personnes vous entendent, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Je vais laisser la parole au public. Donc il y a un micro qui est dévolu aux questions du public. Donc si vous avez des questions. Pas de questions ? Je vais remercier donc Thomas Cantaloube, donc allez découvrir Requiem pour une République. Je crois que vous avez compris maintenant le titre. Et puis vous avez aussi compris le titre Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Texier. Merci beaucoup à vous deux. Merci de votre venue.